Venons-en plus précisément à ce qu'est la transition juste dans l'histoire. Donc la transition juste, ça a été une idée qui a été amenée par un syndicaliste américain qui s'appelle Tony Mazzocchi, qui travaillait dans les énergies fossiles. Et en 1993, donc il y a 30 ans, il écrit un article dans une petite revue totalement inconnue qui s'appelle le Earth Island Journal, mais qui est en fait la revue éditée par la communauté, une partie de la communauté activiste environnementale aux États-Unis. Et c'est la rencontre entre d'un côté le syndicalisme et de l'autre la question environnementale. Donc c'est une des premières rencontres en fait entre d'un côté, en tout cas à l'époque contemporaine, d'un côté la question sociale et de l'autre la question environnementale. Et à l'époque, Tony Mazzocchi dit, bah, en fait, on crée des super funds pour protéger des secteurs industriels. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un super fonds pour protéger les travailleurs, et en particulier les travailleurs des énergies fossiles? Parce qu'en fait, le changement climatique est là. Tony Mazzocchi est très informé en fait des progrès de la science du climat, et évidemment l'AR1 a été publié en 1990, donc les gens savent en fait déjà, en tout cas les gens informés savent déjà que voilà, il y a une cristallisation de la science du climat. Et donc, il dit, bah, en fait, on va vers cette époque de la crise climatique, il faut se débarrasser des énergies fossiles, mais il y a des gens qui travaillent en fait dans ces secteurs et qui ne sont pas responsables de ce qui s'y passe, ou en tout cas qui ne le sont que très indirectement. Ils ont des emplois, ils ont des salaires, ils ont des retraites, et donc il va falloir garantir tout ça. Et donc la transition juste, en fait, va naître il y a 30 ans comme une politique passive de compensation sociale du fait de la montée en puissance des normes environnementales, en particulier liées à la crise climatique. Donc ça, c'est, je dirais, la conception étroite de la transition juste, c'est il faut indemniser les travailleurs des énergies fossiles parce que en fait, ils vont perdre leur emploi, et en fait, voilà. Donc c'est exactement cette conception-là que vous retrouvez aujourd'hui dans le European Green Deal, donc le pacte vert européen, qui comprend un mécanisme de transition juste. Et le mécanisme de transition juste dans le pacte vert européen, c'est comment on va compenser socialement un certain nombre de secteurs. Et vous retrouvez même ce projet sous une forme greenwashing incroyable, où vous avez les industries fossiles qui vous disent, bah voilà, ça fait grosso modo un siècle qu'on détruit la biosphère, mais on va vous demander maintenant des compensations financières pour le fait d'arrêter. Donc si vous voulez qu'on arrête, il va falloir nous payer pour qu'on arrête, et il va falloir indemniser tous nos travailleurs, etc., et pourquoi pas nos actionnaires, parce que, voilà, donc espèce de chantage, je ne sais pas quoi, à l'arme atomique. Enfin, donc soit on continue et on prend 1 degré ou 2 degrés de plus, soit on arrête, mais vous payez pour qu'on arrête. Bon, donc ça, c'est une façon de voir la transition juste, d'accord? Et l'autre manière, bah, c'est de revenir au parcours de Tony Mazzocchi lui-même et de comprendre qu'en fait, avant d'écrire ce papier, il a travaillé notamment avec l'administration Nixon sur le fait de reconnaître le problème de la santé environnementale au travail, et notamment donc de passer une loi très importante pour protéger la santé des travailleurs. Et la santé, ça nous donne en fait l'idée que derrière la question de la transition juste, il y a bien plus que la question simplement du revenu, soit sous la forme du salaire, soit sous la forme du revenu différé qui est la retraite. Il y a la question de la santé, c'est-à-dire la question du bien-être. Et donc, ça nous met sur la piste d'une transition juste, en fait, beaucoup plus large que simplement la question de indemniser les travailleurs des énergies fossiles du fait des politiques d'atténuation du changement climatique. D'accord? Et c'est précisément cette piste qui va être suivie par un certain nombre d'organisations internationales depuis 30 ans, notamment l'OIT, la Confédération européenne des syndicats, etc., qui est donc d'élargir en fait la focale pour définir une transition juste avec des ambitions beaucoup plus larges que ça. Et donc le travail qu'on a fait, dont je parlais avec des collègues belges, consiste à dire qu'en fait une transition juste élargie, repose sur 3 principes. Le premier principe, c'est il faut analyser systématiquement, pas seulement les politiques écologiques, mais aussi les chocs écologiques, sous l'angle de la justice sociale, dans les 3 dimensions fondamentales de la justice, que sont la reconnaissance, la distribution et les questions procédurales. Donc là, ce qui est important, c'est de comprendre que, en fait, il ne faut pas juste se limiter aux politiques écologiques. C'est-à-dire typiquement une taxe carbone en France, comment est-ce qu'on va la compenser socialement? Ou les zones à faible émission, comment on va faire des compensations sociales pour les gens qui vont en être les plus affectés? C'est aussi les chocs écologiques dont il va falloir protéger les plus vulnérables. Parce que là, en France, on est dans un pays où dans 1 mois et demi, grosso modo, ou un peu plus, va commencer la saison des canicules. L'été dernier, on a perdu 11 000 personnes parmi les plus vulnérables, et on va, si on n'y fait pas attention et si on ne se protège pas collectivement, à commencer par les plus vulnérables, perdre des dizaines de milliers de personnes par an
du fait de la violence des canicules. Donc ça, c'est un choc écologique. Et en fait, il faut articuler la question écologique et la question sociale, pas seulement du point de vue des politiques, mais aussi du point de vue des chocs. Les questions des chocs pandémiques, comme le Covid, est évidemment aussi une question centrale et qui, évidemment, accélère les inégalités sociales. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on prend ce premier angle qui élargit en fait assez considérablement de juste politique de transition à politique et choc. Ensuite, évidemment, donner la priorité à l'étude du bien-être humain dynamique et à sa valorisation plutôt qu'à la maximisation de la croissance économique. Ça revient à la question de la post-croissance sur laquelle je travaille aussi. Je ne vais pas en parler ici, mais il y a tout un chapitre évidemment du livre qui est consacré aux travaux foisonnants dans le champ de la post-croissance et à tous les gens qui travaillent aujourd'hui, centaines de gens qui travaillent sur ces questions-là. Vous savez qu'il y a une conférence importante qui est organisée au Parlement européen au milieu du mois de mai sur ces questions de post-croissance. Et c'est évidemment une dimension essentielle. Pourquoi? Parce que, pour le dire vite, le produit intérieur brut ne permet ni de mesurer les questions environnementales, ni de mesurer la question des inégalités. Et donc, la transition juste est aussi une façon de dépasser, bien sûr, le PIB et la croissance. Et puis, le troisième principe de la transition juste, c'est qu'il faut que le but à atteindre soit juste, mais il faut que la méthode pour l'atteindre soit également juste. Donc, il faut aussi que les politiques de transition juste soient conçues de façon démocratique et associer les citoyennes et les citoyens à chaque étape. Et donc, il faut que la méthode elle-même soit juste. Donc, typiquement, la Convention citoyenne pour le climat. Vous avez un objectif qui est un objectif de justice, mais après, les procédures que vous allez utiliser pour l'atteindre doivent également être justes. Donc, il faut que vous ayez des gens qui puissent se parler, se comprendre, apprendre des choses, délibérer, avoir accès à l'information, etc., etc. On en est évidemment très loin, tout ça sont des principes et même des idéaux, mais c'est sur ça que ça pourrait reposer, en fait, cette idée de transition juste.